Professeur Didier Raoult, on est temps de l'épidémie et que peut-on prévoir? Ben voilà, comme je le dis, je le redis au début d'une manière un peu isolée. En réalité, il ne s'agit pas d'une épidémie, mais de plusieurs épidémies successives. Sur cette image, vous voyez que la première épidémie, à mon sens, on le voit très bien. On voit d'ailleurs les seuls. Ça explique pourquoi les seuls pays dans lesquels on a eu un sursis dans l'épidémie sont les pays qui ont bloqué les frontières. D'accord. Donc on voit très bien la première part de Chine. Il y a une mutation qui apparaît en Italie et nous avons cette épidémie du virus que nous on appelle Wuhan. On voit ici apparaître, nous on a un premier rebond mais qui sera tout petit, qui vient d'Afrique, qui vient du Maghreb, vous voyez ici, et qui vient d'Afrique du Nord. Et puis ici il y a cet énorme là qui est made in France là, qui est fait chez les Visons. Et puis ici, vous avez celui qu'on appelait Yucca, qu'on appelle maintenant Alpha, qui vient d'Angleterre. Et puis vous avez celui-ci qu'on appelait le Delta, et qui dans les premiers cas ont été trouvés en Inde. Et puis ici, vous avez le Omicron, dont les premiers cas ont été trouvés en Afrique du Sud. Et puis ici, vous avez le Omicron B2 ou L, qui est en train maintenant de remplacer petit à petit le Omicron d'avant. On ne sait pas très bien jusqu'à quel point il va aller. On a, nous, des interrogations sur un nouveau virus, un nouveau sous-variant du B2 qui résulte d'une fusion avec le B1. Il y en a un qui commence à circuler en Angleterre. Nous, on en a un qui circule ici, probablement dans d'autres endroits, mais qui n'a pas encore été décrit. Il est possible qu'il porte une capacité à être plus épidémique que le L. Mais c'est imprévisible, on verra bien. C'est l'observation qui détermine les choses. Moi, je dis ça un peu dans le désert depuis une vingtaine d'années. C'est l'observation qui prime. Il faut mettre des observatoires, il faut collecter les données, il faut observer sans arrêt. Et j'ai toujours dit que c'était plus raisonnable d'observer et d'agir au fur et à mesure en étant prêt à toutes les situations, plutôt que d'essayer de prédire. Je vais donner un exemple, vous voyez, avec la grippe, là, qui est c'est étonnant, la grippe où il y a deux grands groupes de virus, l'influenza A et l'influenza B. À l'intérieur, il y a des variants, puis il y a des mutants dans ces variants. Donc, ça a un côté un peu imprévisible aussi. Vous voyez, en fonction des années, vous pouvez avoir du A, vous pouvez avoir du B, pour des raisons qui sont totalement imprévisibles. C'est pour ça qu'on peut pas modéliser tout ça. C'est juste délirant. Moi, j'y peux rien. Si les gens croient au modèle, d'ailleurs, Mme Lagarde croyait même plus au modèle économique. Donc, ça marche pour rien, les modèles. C'est une vision de l'esprit qu'on puisse transformer en mathématiques des phénomènes qui sont multifactoriels, partiellement biologiques. C'est pas raisonnable. Peut-être que ça rassure les gens, mais surtout, ça les trompe, ça marche pas. Hein. Donc, si vous voyez quelque chose qui est aussi vieux que la grippe, notre capacité à prédire si on va avoir de l'A ou la B est égale à 0. Il n'y en a pas eu du tout pendant un an. On ne sait pas du tout pourquoi. Et là, maintenant, c'est la première fois qu'on en a encore autant en avril. Donc, vous regardez, c'est les barres que l'on voit là, c'est avril. Vous voyez, ça se passe toujours avant avril. Et là, pof, en avril, on en a encore beaucoup. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que on a depuis 3 jours une vague de froid, mais enfin avant on n'avait pas du tout de vague de froid et ça continuait. Donc tout ça est compliqué, ça peut pas être expliqué par des choses simples, même si moi pendant 20 ans j'ai vu des gens qui arrivaient à vous dire que quelle était la part du froid, quelle était la part de l'humidité, et c'est la raison pour laquelle pendant des décennies on a cru qu'il n'y avait pas de grippe en Afrique tropicale, parce que il faisait chaud et qu'on pensait que la grippe c'était le froid. Donc tout ça, c'est juste l'observation qui nous permet de voir les choses et de faire des propositions pour ça. Voilà. Donc il faut continuer à faire de l'observation, et pour ça il faut continuer à faire de la recherche et faire de la vraie recherche. Et c'est ce qu'il faudra bien un jour remettre en France. Pour la recherche médicale, il faudra bien se remettre à faire de la recherche. Mais pensez-vous qu'actuellement on ne fait plus de recherche médicale en France?
Déjà, on voit que notre situation en termes de recherche n'a pas arrêté de se dégrader. Et pareil en maladies infectieuses. Il y a de multiples raisons. Peut-être que c'est simplement l'évolution de notre société, puisque c'est parallèle, ça aussi, au PIB. On avait le 4e PIB, on a le 10e en l'espace de 25 ans. Donc, c'est passé la même chose dans le domaine de la recherche. Donc, c'est peut-être juste parallèle à ça. L'autre chose, c'est que, effectivement, la recherche médicale, telle qu'elle était pratiquée il y a 30 ans ou il y a 40 ans, était une recherche médicale basée sur la curiosité, basée sur les initiatives personnelles, et donc c'était de la vraie recherche. C'est de la recherche qui avait la volonté de trouver des choses, de les collecter. Depuis, et accompagné, je ne sais jamais ce qui est la vraie cause, mais je connais les choses qui sont corrélées avec la sortie de l'INSERM des hôpitaux, et puis petit à petit la haine qui s'est installée dans l'INSERM pour les grands médecins. La recherche est éloignée des hôpitaux, elle était remplacée dans les hôpitaux par essentiellement des essais thérapeutiques qui ne sont pas de la recherche. Voilà, les gens qui ont des épreuves de titre actuellement, parce qu'ils font partie d'équipes qui ont testé un médicament, qui était aussi testé en Espagne et en Hollande, ça ne contribue pas à la connaissance. En réalité, la plupart de ces essais thérapeutiques sont du marketing déguisé, ça accoutume les gens à prescrire des médicaments. Après, on les invite dans les congrès où ils ont l'impression de participer à l'évolution de la connaissance, mais en réalité, c'est simplement du marketing. Et c'est très intéressant parce que, du coup, ce phénomène de transformation de la recherche en prestation de services pour l'industrie a pris une importance absolument considérable. Vous voyez par exemple que dans les prix de l'INSERM de l'année 2020, où il y avait quand même une énorme épidémie, où il y avait des besoins, il y a des gens géniaux qui n'ont jamais eu le prix de l'INSERM. Le Carpentier, le prix de l'INSERM, il a inventé des valves, il y a des millions de personnes qui portent cette valve. Du Bernard, qui est mort malheureusement l'année dernière, il a inventé la greffe du visage, il a participé aux premières greffes du visage, première greffe du bras, première greffe rein, pancréas, il a participé à la création des lithotripteurs qui cassent les cailloux quand les gens ont ça dans les reins, il n'a pas eu le grand prix d'INSERM. Donc ça, c'est des vrais, grands médecins qui ont découvert quelque chose, qui ont changé la vie des gens. C'est pas des gens qui ont servi aux essais thérapeutiques, soit en faisant les calculs avec des méthodes qui étaient les leurs, soit en incluant des malades en étant rétribués pour ça. Donc là, il y a une dérive qui est très importante. Alors, cette dérive, là aussi, c'est une dérive de notre société, parce que là, ce poids phénoménal, moi, que j'ai vu prendre à l'industrie contre toute initiative individuelle non pharmaceutique, c'est-à-dire non, j'avais pas l'industrie pharmaceutique, m'a amené à regarder, attendez, qu'est-ce que ça pèse, ça? Et est-ce que, maintenant, ça y est, je suis un complotiste, est-ce que c'est complètement faux qu'ils sont malhonnêtes? C'est pas vrai. Je sais pas, vous voyez, il y a un article là, vous voyez, qui regarde simplement sur 10 ans les 100 compagnies qui ont été le plus pénalisées aux États-Unis. C'est-à-dire ceux qui ont été pris la main dans le sac. Et donc, on les a pénalisés. Et donc, alors, on sait bien que les banques sont comme ça. Donc, les banques sont là, ça nous étonne pas. Alors, on dit, alors, on va regarder, si on regarde les 19 premiers, vous voyez, dans les 19 premiers, il y a beaucoup de banques. Il y a un seul pétrolier. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, c'est BP. Il y a Volkswagen, avec le scandale du diesel, et sur 19, il y a 6 compagnies pharmaceutiques qui ont payé, toutes les 6, plus de 8,7 milliards de dollars de pénalités, rien qu'aux États-Unis. D'accord? Donc, faut pas me dire que je suis paranoïaque ou complotiste si je dis ces gens trichent souvent, parce qu'ils trichent beaucoup quand même, hein. Donc on me dit, mais l'importance que ça a pour eux, vous voyez, par exemple pour Pfizer, vous voyez, Pfizer, ça lui a coûté 10 milliards, environ, 1 milliard de dollars par an, mais ils ont fait un chiffre d'affaires de 81 milliards l'année dernière, donc 41 milliards de bénéfices. Alors 1 milliard, si ça permet d'en distribuer pour 81 milliards, c'est pas très grave. Vous voyez, donc la puissance de ça, la puissance,
la rentabilité financière de l'industrie est devenue monstrueuse, la puissance de ça est devenue monstrueuse, et la corruption de ça est devenue monstrueuse. Ouais, il suffit de le regarder, il suffit de chercher, n'importe qui peut chercher, vous avez un nom en tête, vous cherchez sur Internet, ça y est, parce qu'on peut pas tout censurer, on censure beaucoup, mais on peut pas tout censurer. Et donc il y a quand même un véritable problème. Et parmi tout cela, vous voyez, si vous continuez à aller un peu plus loin, vous trouvez, vous voyez, le numéro 18, c'est Purdue Pharma. Purdue Pharma, c'est très important, je vais vous montrer pourquoi c'est très important. Il faut que vous sachiez que Purdue Pharma, c'est McKinsey qui l'a conseillé. Et les conseils de McKinsey ont été tellement appréciés qu'ils ont dû payer 575 millions de dollars pour arrêter les poursuites. Vous savez, aux États-Unis, si vous payez, vous pouvez arrêter les poursuites. 575 millions de dollars pour quelque chose. Pour Purdue, je vais vous montrer ce que ça a donné, Purdue, avec les opiacés. Purdue, on a considéré que la crise des opiacés, la crise des médicaments qui n'ont pas été prescrits pour améliorer la santé des gens, mais pour gagner de l'argent, a tué peut-être 500 000 personnes. D'accord? Et ça a coûté 500 millions de réparer ça. Donc là encore, il va bien falloir au bout d'un moment qu'on ouvre les yeux. C'est-à-dire que la recherche médicale, il faudra bien un moment qu'elle se sépare de ce monde qui est un monde dangereux financièrement, d'une puissance hallucinante et qui peut amener à faire des choses dont je vais vous montrer un exemple qui sont assez terrifiantes. Ça, c'est sur Word in Data, qui est un bon site. Il faut faire attention, il faut regarder les sites, les éléments les plus récents, parce qu'il y avait un optimisme sur Word in Data qui était très important. Il se passe une chose dans ce monde devenu fou. Ceux qui sont les plus fous de notre culture occidentale, ce sont les Américains. C'est chez eux que les choses se passaient encore. Ils tentent d'avoir des mesures correctives, parce que vous voyez qu'ils pénalisent très très cher ceux qui débordent de ce qu'ils devraient faire. Et donc, l'espérance de vie aux États-Unis diminue d'une manière très régulière. Et donc, depuis une dizaine d'années, et maintenant, en 2021 et 2022, l'espérance de vie des États-Unis est de 77 ans, entre hommes et femmes, c'est-à-dire le même niveau que la Chine, que Cuba, que le Maghreb. Et donc, vous vous rendez compte de la notion de progrès que nous avions. Les plus riches de tous ces Américains, ceux qui ont le plus gros financement distribués de manière très inégale, bien sûr, mais de la santé sont les Américains, et ils ont une espérance de vie qui diminue et qui est actuellement du niveau de gens qui ont un PIB par tête d'habitant qui est incroyablement plus bas que le leur. Donc il y a véritablement un énorme problème. Alors, quel est ce problème? C'est bien analysé dans ce travail. Vous voyez d'abord le tabac. Il faut reconnaître que le tabac, c'est les Américains qui le font. Ils font eux-mêmes, donc ils se font leur propre drogue, et donc d'autres arrivent à le limiter plus ou moins, mais il y a une surmortalité qui est liée au tabac que personne ne conteste. Et d'ailleurs, il y a une relative baisse de la mortalité en 20 ans dans les pays dans lesquels une lutte contre le tabagisme s'est mis en place. En particulier, oui, la France n'est pas le plus mal placée. Il y a une baisse de la mortalité liée au tabac qui a été un des éléments important de l'augmentation de l'espérance de vie. Maintenant, une fois qu'on aura limité ça suffira pas. L'obésité, bien sûr, alors l'obésité compte pour une partie énorme aux États-Unis. Vous voyez, la France est bien placée, le Japon encore mieux. Et donc, ça, c'est le fait que c'est quand même les inventeurs des boissons sucrées. Alors que c'est eux les plus gros consommateurs au monde de boissons sucrées, et ça, quand vous buvez du sucre, après, moi je suis toujours frappé quand je vais dans les grands magasins de voir qu'ils disent que ça c'est bon pour votre santé, puis ça c'est bon pour l'environnement, puis ensuite vous regardez le rayon des boissons sucrées, vous êtes un peu affolé par voir le rayon des boissons sucrées. Ça, qui est pas de lutte organisée contre les boissons sucrées, c'est quelque chose qui laisse rêveur quand on voit ce que représente la mortalité par obésité. Bien sûr, la mortalité par homicide est plus forte aux États-Unis, bien qu'elle diminue aussi de manière significative. Et puis, ça, c'est Purdue. Vous voyez, ça, pour les opioïdes, c'est-à-dire les dérivés de la morphine, c'est la morphine, c'est l'héroïne. Purdue a réussi à faire croire, grâce à l'aide de McKinsey, que ça n'était pas une drogue.
que c'était juste quelque chose pour vous soulager. Les dérivés de ça, ça a été vendu comme des choses qui soulageaient. Et il y a eu, pareil, des groupes de travail, des utilisateurs, des gens payés pour faire des congrès, des gens payés pour faire des communications, des experts. C'est parfaitement analysé, cette crise, qui ont vendu l'idée que la souffrance est intolérable et que dès la première minute de souffrance, on devait prendre quelque chose qui la calme entièrement. Et que le meilleur des médicaments pour la calmer entièrement, c'est les dérivés de l'opium. Et donc, ils ont réussi à convaincre, y compris l'État américain, de financer les hôpitaux en fonction du degré de satisfaction immédiat des patients. Et on sait que le degré de satisfaction immédiat des patients qui arrivent aux urgences, c'est le fait qu'ils soient soulagés. Et donc, il est devenu, il y a un mécanisme qui s'est mis en place, qui n'a plus pu s'arrêter, qui est un mécanisme dans lequel aucune souffrance n'est tolérable et il faut donner des dérivés de l'opium pour calmer les souffrances, quelles qu'elles soient. Et donc, bien sûr, il faut différencier les souffrances neurologiques chroniques des souffrances très ponctuelles. Mais ce discours, c'est arrivé à ça, vous voyez. Et donc, vous voyez pourquoi là, les États-Unis sont champions du monde et comment ils ont réussi à faire régresser entre l'obésité, avec l'obésité et l'opium, l'espérance de vie, suivi par le Canada, qui ferait mieux de s'occuper de ça, d'ailleurs. Vous voyez. Et il faut faire attention que nous méfions de cette situation. Les suicides sont encore une autre chose. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans pour l'espérance de vie? Eh bien, pour moi, l'essentiel des gains de l'espérance de vie, et donc peut-être encore moins là aussi aux États-Unis que dans d'autres pays, c'est la baisse des morts par accident de la route. C'est ça qui a changé, parce que là, il ne s'agit pas, comme dans le Covid, d'une moyenne d'âge des gens qui meurent qui ont 80 ans. Là, dans les accidents de la route, il y a des gens qui sont jeunes, il y a des gens qui sont d'âge moyen, il y a des gens qui sont âgés aussi, mais le gain que vous avez sur la mortalité par les accidents de la route est absolument considérable. Or, vous voyez, on était à ce niveau-là, nous, la France, on était à ce niveau-là, vous voyez, en 90, et on est à ce niveau-là, on avait une mortalité supérieure à celle des États-Unis, et petit à petit, ça a diminué à partir du moment où la France a considéré que c'était un problème majeur. Je peux vous dire que moi, en 92, on m'avait demandé d'écrire un projet santé publique pour la France, et j'ai dit le premier problème de tous en France en termes de santé publique, ce sont les accidents de la route, parce que c'est celui pour lequel nous sommes parmi les plus mauvais au monde, et vous voyez que nous étions les plus mauvais de tout cela, et que c'est avec ça qu'on gagne de l'espérance de vie, c'est pas en investissant massivement sur des maladies qui touchent les gens à 80 ans ou à 75. Il faut soigner tout le monde, mais si on doit prioriser une chose pour l'état général de la santé, vous voyez que c'est ça qui était le plus important en tout, et vous voyez qu'en modifiant ça, eh bien, vous avez une augmentation de l'espérance de vie dont tout le monde est très content en pensant qu'il y a toutes sortes de raisons pour le faire. Mais la raison majeure pour laquelle notre espérance de vie a augmenté, c'est la baisse des accidents de la route et la baisse de la mortalité. Et ici, ceci encore ne montre pas réellement la perte d'espérance de vie, parce que ça montre les morts dans les 28 jours. Mais en réalité, quand vous avez des accidents graves et que vous allez en réanimation, à 20 ans, votre espérance de vie est diminuée. Même si vous ne mourrez pas dans les 28 jours, il y a des gens qui restent paralysés, il y a des gens qui ont des ennuis toute leur vie parce qu'ils sont paraplégiques ou parce qu'ils ont des séquelles de leur accident. Et donc, ceci est très très sous-estimé, et c'est très certainement le point qui a été le plus important de tous pour pour augmenter l'espérance de vie. Voilà. Et donc, c'est pas l'abondance de médicaments nouveaux qui a changé ça, c'est pas la multiplication de trucs, au contraire, pour trouver une place. Si vous regardez dans tous ces essais thérapeutiques, ça s'appelle des essais de non-infériorité, ça veut dire que c'est pas meilleur que celui qu'il y avait avant. Mais c'est comme disent les Canadiens, c'est pas pire. Donc, si vous voulez, toutes ces études dans lesquelles il y a des dizaines de personnes qui font des études dans lesquelles ils disent, écoutez, c'est pas pire, c'est plus cher, mais c'est pas pire, vous savez, il faudra bien à un moment avoir une réflexion de fond sur ce que ça signifie.